Bonjour, bienvenue pour cette dernière table ronde de ces 2 journées consacrées au Web 14-18, donc sur le thème des historiens et des sources numérisées. Nous allons vous proposer donc une réflexion sur la façon dont cette numérisation depuis quelques années de grande ampleur a pu avoir des impacts sur la façon de faire le travail de l'historien, à la fois depuis le fait de poser des problèmes, de trouver les moyens d'y répondre, d'organiser ensuite peut-être les sources qui sont ainsi disponibles pour les mettre à disposition dans de nouvelles conditions. Donc réfléchir plus exactement à comment, pour les historiens s'intéressant aux questions de la guerre de 14, les transformations de ces 10 dernières années ont pu être ou ne pas être déterminantes. Alors pour répondre à ces questions, nous avons 3 intervenants dans une table ronde paritaire, comme le faisait remarquer Élise. Tout au bout, Nicolas Mariot, qui est directeur de recherche au CNRS en sciences politiques et qui a publié il y a maintenant 2 ans un livre qui s'appelle « Tous unis dans les tranchées », dans lequel il s'intéresse à la question du rapport que les normaliens, les élèves normaliens ou les normaliens de la rue d'Ulm ont entretenu avec l'expérience de la guerre des tranchées, la Première Guerre mondiale. Élie Julien, qui est maître de conférence en histoire à l'IEP de Lille, et qui a fait une thèse qu'elle a publiée sous le titre « Paris, Berlin, la mémoire de la guerre », très forte. Donc, comparaison entre 2 espaces nationaux, et la question pourra être aussi, que je pourrais lui poser, c'est dans quelle mesure la numérisation de ces dernières années permet un autre travail pour les historiens qui s'intéressent justement à des champs qui ne sont pas seulement les champs nationaux ou les champs de proximité. Et enfin, Jean-Luc Pinol, professeur d'histoire contemporaine à l'ENS de Lyon, qui n'est pas directement un spécialiste de la guerre de 14, puisque lui n'a pas publié de livre récemment sur cette question, mais qui par contre est un historien qui s'intéresse à la question de la numérisation et de la valorisation en particulier du travail fait par l'historien par le biais du web. Et il a publié en ligne, ce que vous avez peut-être pu voir, une carte sur comment elle s'appelle, la carte les enfants, la déportation des enfants, en particulier une carte qui permet bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale, qui permet de localiser chacun des enfants qui a été arrêté de façon très précise, puisqu'on peut localiser son adresse, et donc on a une vision comme ça de cette histoire spatiale en fait de la déportation. Et par ailleurs, donc moi je suis Emmanuel Picard, je suis maître de conférence à l'ENS de Lyon. Je travaille marginalement sur la guerre de 14. Et nous avons, avec Jean-Luc Pinol en particulier, fait travailler nos élèves de première année à Lyon sur le monument aux morts de l'école qui se trouve dans le hall. Expérience dont on parlera peut-être, puisque justement elle a été rendue possible certainement par le fait que les sources étaient numériques, et puis elle a permis la production d'un objet numérique qui vous est montré là. Alors la première question que je voudrais poser, la plus simple, c'est de façon un peu brute, on va commencer par la mise à disposition des sources. Donc, ce qui change radicalement, à mon avis, depuis une grosse dizaine d'années, c'est qu'on se trouve à pouvoir, de chez soi, depuis son ordinateur, accéder à des gisements de sources extrêmement importants, dont on a déjà dans ces 2 journées qui ont été évoquées, et des sources dont on va peut-être aussi s'interroger sur le fait que leur mise à disposition numérique peut poser un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'elle nous oblige à rompre avec nos pratiques habituelles du travail en archives, non pas seulement parce qu'elle ne nous impose plus de nous déplacer, mais parce qu'elle nous amène à les interroger de façon différente, mais surtout peut-être à modifier la façon dont on va opérer tout le travail critique autour de ces sources, c'est-à-dire la détermination de par qui ont-elles été créées, dans quel contexte, comment matériellement se présentent-elles et comment sont-elles mises à disposition. Qui se lance sur cette première question de ce que change cette mise à disposition large et généreuse des sources? Je veux bien commencer. Tu disais que j'avais rien fait sur la Première Guerre mondiale. Je vais quand même corriger un tout petit peu parce que, et pour renverser un peu la question. Parce qu'il y a aussi des sources qui ne sont toujours pas numérisées, mais que le numérique, ce qu'on appelle parfois faussement ou pas faussement, le big data, permet de traiter autrement. Je prendrai un seul exemple, les bombardements de Paris pendant la Première Guerre mondiale. Qu'on a traité dans l'Atlas des Parisiens avec Maurice Garden. C'est pas numérisé,
mais on trouve un certain nombre d'ouvrages des années 30 qui donnent très précisément les adresses, l'heure, le nombre de blessés, etc., etc. Bon, si on n'est qu'avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et d'ailleurs, les historiens, pendant longtemps, n'ont pas abordé ça par le biais de l'espace. Or, aujourd'hui, on peut disposer, pratiquement dans toutes les villes, de big data annexes qui sont, par exemple, aujourd'hui, toutes les agences d'urbanisme travaillent avec des fichiers d'adresses. C'est-à-dire que chaque adresse est représentée par un point géoréférencé, etc. Sur Paris, il y a 148 000 points qui sont disponibles à l'agence parisienne d'urbanisme. Et avec ça, on peut numériser tous les bombardements de la Première Guerre mondiale, qu'il s'agisse des bombardements par avion, qu'il s'agisse des bombardements par zeppelin, ou qu'il s'agisse des bombardements, non pas par la Grosse Bertha, comme vous le savez, mais par les canons parisiens qui étaient à 120 km. Et ça, si on n'a pas cet outil, ces big data, ces outils numériques, on ne peut pas le numériser très vite. Si on a ça, qu'on sait utiliser un système d'information géographique, en 1 heure, la carte est faite, et à partir de là, les historiennes peuvent se poser toute une série de questions. Donc, il n'y a pas que la numérisation des archives, mais il y a aussi tout l'environnement numérique qui donne des possibilités très importantes à la recherche et à la diffusion de toute une série d'informations. Alors moi, je vais revenir peut-être plus directement aux sources numérisées. C'est une vaste question. Alors, il y a tout ce qui est peut-être numérisation de sources existantes, accessibles, mais qui le deviennent d'autant plus. On a beaucoup parlé ce matin des fiches des morts pour la France, des registres matricules, par exemple. C'est certain que ça change beaucoup de choses par l'accessibilité d'abord que ça permet. Comme tu disais, de chez soi, on a accès à un nombre complètement inédit de documents. Ça change aussi parce que c'est nécessairement une économie de moyens. Donc, ça peut être... là, on est à Paris avec des sources qui auraient été peut-être accessibles pour certaines sur Paris, mais là, il s'agit par exemple des archives départementales pour ce qui est des registres matricules. Donc, plutôt que de se déplacer dans chaque département, on a évidemment des choses qui sont directement consultables en ligne. C'est aussi peut-être une facilité de conservation pour ceux qui fréquentent un peu les archives. Vous savez qu'il n'est pas toujours facile de photocopier, on n'a pas toujours le droit, c'est en général taxé très cher. Enfin, il y a toutes ces choses-là aussi qui font que le format fichier permet certainement d'avoir son propre corpus finalement à la maison, chez soi, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Donc ça, ce sont pour des grands corpus finalement assez sériels. La numérisation, elle concerne aussi des choses beaucoup plus éparses. Donc, je ne sais pas, vous direz tout à l'heure ce que vous avez utilisé, par exemple, pour les normaliens. Mais il est possible qu'on ait accès par ce biais à des choses qui sont finalement extrêmement dispersées, pour lesquelles on ne se serait pas déplacé ou même dont on n'aurait pas eu connaissance. Et finalement, en farfouillant, on accède à peut-être tel livre d'or de commune ou tel... je ne sais pas, correspondance ou telle. Donc ça permet finalement de rassembler des choses qui sont très dispersées et auxquelles on n'aurait pas eu facilement accès. Alors ça, c'est, je pense, le côté positif des choses. Il n'empêche qu'il existe un certain nombre de limites. Il en a été question hier. Alors il y a plusieurs chiffres qui ont été avancés, mais l'idée générale, c'était quand même que même quand il y a des numérisations, y compris massives, on en reste quand même à des chiffres infimes, donc de l'ordre de 1%, 2% dans les archives départementales, par exemple. Donc ça veut dire que ce sont des choses extrêmement précieuses, mais qui, malgré tout, représentent une toute petite partie de ce qui existe. Donc ce serait un petit peu dangereux de penser que maintenant qu'on a cet accès assez direct en ligne, on peut renoncer à fréquenter les archives. Voilà. D'autant que ce sont souvent des corpus qui sont... Enfin, pas des corpus, justement, des sources qui sont numérisées selon une logique de trésor. Sur le site de la mission du centenaire, il y a ces trésors d'archives, etc. Donc, d'une façon un peu pointilliste, par petites touches,
qui correspond surtout à une logique de découverte, là où nous, on peut avoir besoin parfois de choses beaucoup plus rationnelles, sérielles aussi, afin qu'elles soient exploitables. Donc faut pas se leurrer ou se faire peut-être trop d'illusions sur l'usage de ces sources. C'est une autre limite, ce serait aussi ce qui a été dit un petit peu hier après-midi, je crois, sur la dispersion des politiques de numérisation. C'est-à-dire que aussi, d'un service d'archives à l'autre, y compris pour des archives municipales, départementales, ce ne sont pas forcément les mêmes choix qui sont faits. Or, quand on travaille sur un sujet particulier, on va rechercher certainement le même type d'information d'un endroit à l'autre, et ce n'est pas du tout ce qu'on est certain de pouvoir trouver. Donc ça demande là aussi des adaptations et toujours de continuer à aller aux archives. Et puis je crois que la question quand même très très importante qui se pose à chaque fois pour les sources numérisées, c'est quand même celle de leur indexation. La journée d'hier s'est ouverte en partie sur cette question-là, sur les frustrations aussi que pouvaient induire toutes ces politiques de numérisation. Et de ce point de vue-là, on est, pour un usage historien de ces sources numérisées, complètement tributaire des inventaires qui peuvent être faits et de l'indexation de ces sources. Et donc ça, bien sûr, c'est le cas, on l'a encore vu ce matin sur des sites comme Mémoire des Hommes, c'est encore plus criant dans le cadre, par exemple, des collectes de documents comme la Grande Collecte, etc. Et c'est la question qu'on continue de se poser, c'est-à-dire que cette masse d'informations, si elle n'est pas correctement classée, répertoriée, etc., qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Donc voilà, ça c'est dans les lignes. Et puis alors j'ajouterais, où je passe la parole et je la reprends après, des points négatifs, puisque peut-être il faut quand même en passer par là, même si on aura l'occasion de développer par la suite. C'est que ces sources numérisées, elles font aussi perdre le contact avec la matérialité des sources originelles, c'est-à-dire de savoir à quoi ça ressemble, de les manipuler. Et quand je dis à quoi ça ressemble, c'est pas du tout anodin la forme d'une source. Quand on a discuté tout à l'heure de façon informelle, des petites fiches, des grandes fiches, ça veut dire qu'elles n'étaient pas dans les mêmes classeurs. Ça veut dire que c'est aussi toute la question de la constitution de ces sources, de leurs conditions de production, de ce à quoi elles servaient. C'est aussi l'insertion dans un fond plus général. Quand on a un accès direct en ligne, finalement, on ne sait plus forcément d'où ça vient, de quelle série des archives départementales ou autres. Donc c'est aussi toute une réflexion sur la constitution des fonds qui échappe finalement dès lors qu'on a cette espèce d'accès direct. Ça peut être, alors par exemple pour l'Allemagne, puisque c'est un cas que je connais un petit peu, cette forme des sources, il faut s'imaginer qu'on n'a pas des cartons d'archives comme c'est souvent le cas en France, mais des sources qui sont... Enfin, un dossier, c'est constitué d'un volume cousu. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ce sont des sources qui ont été constituées relativement tôt, après leur production, et qui ne peuvent plus bouger. Enfin, ça fige finalement le mode de conservation. On ne peut pas procéder comme en France à des réorganisations de dossiers dans les cartons, à des nouveaux inventaires, etc. De le savoir, ça peut être utile. C'est aussi se déplacer dans un service d'archives et un autre. En Allemagne, il n'y a pas des départements et des régions. Et donc, de savoir qu'il faut aller aux archives de Prusse, puis aux archives du Bund, c'est aussi une façon de se poser la question des attributions de ces différentes administrations, de qui gère quoi, et ça implique aussi un cadre réglementaire, législatif. Voilà, c'est toutes sortes de questions qui, finalement, surgissent quand on pratique les archives, et ça disparaît un petit peu avec le numérique. Et puis je dirais, donc ça c'est l'environnement direct de la source. Cet environnement de la source, si on l'élargit un peu, c'est aussi des archivistes. Ça veut dire discuter avec des archivistes. Ça peut être aussi très utile. C'est rencontrer des collègues. Ça aussi, c'est utile. Et cet environnement, si on l'élargit encore, c'est rencontrer des chercheurs de la région, du pays dans lequel on est, qui ne voient pas forcément les choses de la même manière, qui ne posent pas les questions de la même manière. Ça peut être même toute une socialisation universitaire qui est tout à fait essentielle. Voilà. Donc je dirais que c'est très bien, on peut travailler de chez soi avec les sources numériques, mais voilà, les voyages forment non seulement la jeunesse, mais aussi les historiens et les historiennes. Merci. Je vais continuer exactement dans le même sens, en recommençant peut-être
niveau tout en bas. Moi, j'ai commencé par découvrir tout ça avec le site hyper connu Gallica de la BNF. Et c'est par exemple déjà évidemment un trésor où on trouve des milliers et des milliers de choses extrêmement utiles. Je vous en donne un exemple tout bête. Quand j'ai commencé enfin pas quand j'ai commencé, mais quand je travaillais sur le livre Tous unis dans la tranchée, là, à un moment, je cherchais dans les livres de mes collègues historiens des éléments pour savoir combien touchaient les soldats en fonction de leur grade, leur solde. Bon, ben, peut-être j'ai mal cherché, peut-être que ça existe dans les travaux de mes collègues, je n'ai jamais trouvé. Et en fait, c'est en farfouillant bêtement sur le net et sur Gallica, grâce à l'accès plein texte, qu'en tapant solde, j'ai fini par arriver sur en fait tous les petits recueils édités par l'imprimeur de l'armée, souvent Charles Lavozelle, hyper connus, qui sont disponibles évidemment aux archives ou à la BNF très largement, mais auxquels on n'accède souvent pas facilement parce qu'ils sont anonymes, comme dans le cas des tarifs des soldes en août 14. Ça existe. C'est édité par Charles Lavozelle, c'est en ligne sur le site de Gallica, et voilà, on en a un accès extrêmement facile, plus aisé, je pense, en tapant simplement solde, que si on devait aller chercher dans les catalogues papier de la BNF encore, à cause de l'anonymat de la rédaction de ce type de brochure. C'est plus compliqué d'aller les trouver dans le fichier avec les petites fiches papier comme il existait traditionnellement à la BNF, que de trouver ça via une recherche internet toute bête sur Gallica. Donc ça, et j'en ai trouvé plein d'autres sur le service intérieur. Enfin bon, il y a énormément de petites brochures Charles Lavozelle qui sont numérisées sur le site Gallica. Alors immédiatement vient le premier problème pour des gens qui font des sciences sociales, des historiens, c'est qu'est-ce qui a été numérisé sur Gallica ? Et évidemment, c'est toujours le problème qui se pose pour toute forme de numérisation. On n'a jamais la population mère, ou très rarement. On nous explique, parmi tous les petites brochures Charles Lavozelle, pour continuer sur cet exemple-là, combien Gallica en a-t-il numérisé ? Est-ce qu'ils sont tous numérisés ? Est-ce qu'il y en a seulement une partie ? Qu'est-ce qui manque, évidemment ? Bon, voilà, ça, c'est des questions auxquelles on est tout le temps confronté avec la numérisation et qui sont les plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, avec la numérisation, on a immédiatement la tentation de l'exhaustivité, de se dire « Ah là là, c'est génial, on a tout sous la main », et d'autant plus avec des procédures numériques de gestion, avec des petits programmes, des petits scripts qui permettent d'aller chercher l'information et de la ramener automatiquement sur son disque dur. On a la tentation immédiate de se dire « On va pouvoir tout avoir, c'est génial ». Et évidemment, ça pose des problèmes considérables à partir du moment où on ne sait pas comment a été constituée, la plupart du temps, la base de numérisation. On a exactement la même chose avec un autre outil. Et là, quand on va encore aux archives, ce qu'on fait à peu près tous, je crois, aux archives physiques, c'est l'appareil photo numérique. Là aussi, on se dit, au lieu d'aller passer du temps et donc de trier, de faire des choix en fonction des questions de recherche qu'on se pose, qui est en théorie, de mon point de vue, la logique du métier, et moi j'y ai succombé comme tous les autres. On va avec son appareil photo numérique, on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer sur place, et tchac, 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 on clique sur l'appareil, on prend le plus de photos possible, et on ramène tout ça chez soi en se disant, c'est là que je travaillerai. Et évidemment, c'est comme ça que j'ai fait aussi, comme le font plein de collègues, et je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, ce soit toujours le plus efficace et le plus pertinent du point de vue de la recherche. Bon, je vais revenir à des choses plus positives maintenant. Évidemment, ces sources numérisées, les fiches mémoire des hommes et les fiches matricules et toutes ces choses-là, ça permet de faire évidemment des tas de choses depuis chez soi qu'on n'aurait jamais pu faire avant aussi facilement. Je vous en donne un petit exemple. Là, j'ai réédité avec un collègue 2 articles d'un jeune sociologue, Robert Hertz, élève d'Émile Durkheim, qui est tué dans la Veuvre sous les Hauts-de-Meuse en avril 1915. C'est bientôt le centenaire de ça. Enfin, c'est très bientôt d'ailleurs, le centenaire de sa mort. Et on a travaillé à la fois sur ce qu'il faisait dans les tranchées, c'est-à-dire des enquêtes auprès des autres soldats. Il était sergent. Et puis de son parcours militaire et pourquoi il a laissé des notes en fait sur les comptes et dictons des soldats mayennais qu'il a récupérés pendant la presque année, un peu moins d'1 an qu'il a passé dans les tranchées. Et alors,
plusieurs fois, dans l'article publié et puis dans les lettres qu'il a écrites à sa femme, on retrouve des tas de noms de soldats. Voilà, les hommes avec lesquels il discutait, avec lesquels il parlait, on retrouve leurs noms et on a leurs photos, parce qu'il les a pris en photo. Et il a mis les noms au-dessus des... Vous voyez, comme on fait souvent sur les photos de classe, on met les noms en dessous, etc. etc. Bon, bah, évidemment, assez facilement, grâce à la numérisation, je suis allé voir sur le site AD Mayenne et j'ai trouvé, évidemment, les fiches matricules de ces hommes, les fiches morts pour la France, et puis après, le recensement, et puis les fiches d'état civil. Et donc, petit à petit, pour cette trentaine d'individus qui sont les deux hommes des deux demi-sections qu'il avait sous ses ordres, Robert Hertz comme sergent, eh bien, on a pu reconstituer, effectivement, très précisément qui ils étaient, leur redonner un peu de chair, une personnalité, une identité beaucoup plus complète que ce qu'on pouvait avoir à partir des seules lettres. Et c'est à la fois quelque chose évidemment d'assez fort d'arriver à leur redonner une identité intime un peu plus complexe, et puis c'est aussi évidemment hyper intéressant pour essayer d'établir quel lien pouvait avoir ce jeune normalien parisien sorti de la rue d'Ulm avec des gens qui étaient pour la plupart paysans perdus au fin fond de la Mayenne, qui n'avaient jamais quitté le département avant de croiser leur sergent. Voilà. Donc ça, évidemment, on peut faire. Et en même temps, je reviens encore en arrière, c'est loin d'être miraculeux, ce que disait Élise tout de suite. Très souvent, on manque des informations de base pour travailler. André Loez m'avait signalé il y a peu de temps un remarquable carnet de guerre d'un soldat parti en Orient, qui a été mis en ligne après la grande collecte dans l'armée d'Orient, qui a été mis en ligne après la grande collecte sur les archives départementales de l'Hérault. On a ce carnet, il est hyper bien numérisé, mais de mon point de vue, on ne peut strictement rien en faire parce qu'il n'y a aucune information sur qui est cet homme. Aucune information sociale de base. On ne sait pas qui il est. Donc de mon point de vue d'historien, après son carnet est hyper intéressant à lire, voilà, bon, mais il est très difficile d'en faire quelque chose à partir du moment où son identité sociale nous échappe complètement. Et vous voyez un peu peut-être où je veux en venir. Le cas extrême de ça, c'est évidemment la grande collecte européenne. C'est un désastre. Pour moi, on ne peut rien faire de tout ça. Parce que l'indexation est hyper mal faite. On a un cadre blanc, vous en parliez, je crois, c'est plus la boîte noire, c'est effectivement la boîte blanche. Et puis, qu'est-ce qu'on demande à ce cadre blanc, à cette fenêtre? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi telles choses ont été retenues et pas d'autres. On ne sait rien de l'identité des producteurs de ces objets, de ces lettres, de ces carnets, de tout ça. Donc, à mon avis, c'est un des plus grands désastres, en fait, de cette collecte numérique européenne. Voilà. Peut-être qu'on va pouvoir arriver un jour à ce qu'ils fassent un peu de travail, mais je pense, une fois de plus, l'Europe s'est montrée sous son plus mauvais côté. S'ils avaient là, je crois, une occasion extraordinaire de faire un très beau travail avec cette collecte, qu'ils ont complètement raté, parce que rien n'a été prévu pour faire les choses, je crois, sérieusement. Et après, je reviendrai sur les sources sérielles, je ne vais pas monopoliser. Je vais revenir sur ce que vous disiez. Ce que je trouve très intéressant, c'est autour de la notion de la critique des sources, en fait. C'est vrai que dans le travail de l'historien, il y a un travail préalable pour toute source qui est d'être capable de mettre en évidence très clairement ses conditions de production, à la fois ses conditions de production sociale, donc qui est l'auteur ou qui est le propriétaire d'un objet, mais aussi ses conditions de production contextuelles. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu cites les objets sur Urbana ou les photos, on ne sait pas où elles ont été, on ne sait pas quand est-ce que ces objets ont été fabriqués, où ils ont été pris. On ne sait pas comment ils sont arrivés jusque-là, parce qu'une des grandes questions des historiens toujours, c'est, celle qu'on apprend à nos étudiants en premier, c'est posez-vous la question des archives que vous avez entre les mains, comment vous sont-elles arrivées? Parce que, évidemment, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui aurait pu vous arriver. C'est-à-dire que les sociétés humaines produisent des artefacts littéraires, administratifs, matériels en très très grand nombre, et on ne récupère pas tout, on n'a que des traces du passé. Et toute une partie de la construction de l'apprentissage du métier d'historien, c'est de la compréhension de comment ces traces se sont construites, et quand on les utilise, d'être capable de comprendre ce qu'elles représentent. Un peu comme quand tu disais sur les petites brochures sur Gallica, que représentent-elles par rapport au tout? Et à chaque fois, la question, c'est que représente ce qu'on a aujourd'hui entre les mains par rapport à tout le reste. Et le problème, c'est que moi, si je reviens sur la question des archives numérisées, par exemple des archives de type registre matricule ou correspondance qui sont mises à disposition sur des sites d'archives départementales, donc il y a énormément de choses qui sont à disposition. Mais très souvent, pour l'historien, ce qui est troublant, c'est qu'on perd la notion du fond
auxquelles ils appartiennent. Or, les archives sont construites selon des logiques de cohérence de fond. C'est-à-dire qu'elles ont des lettres, elles ont des numéros. Je pense que tous ceux d'entre vous qui ont été aux archives départementales savez qu'il y a des inventaires et que ces inventaires correspondent à une classification. Et tous ces documents sont quelque part dans cette classification, et ce quelque part n'est pas anodin. Ce quelque part correspond à une volonté de la part des archivistes, mais qui correspond aussi à une volonté en amont, souvent, des gens qui ont déposé. Donc il y a des logiques de cohérence, ce qui fait que quand on extrait un document de l'ensemble dont il fait partie, comme le disait Élise, autant en Allemagne, c'est pas possible. En France, on pourrait reconstruire les dossiers, mais en fait, c'est très rare. C'est-à-dire que le travail des archivistes n'est pas un travail de reconstruction de dossiers. C'est-à-dire qu'eux sont inscrits dans une logique de cohérence des fonds, donc ils peuvent mettre à disposition des instruments permettant d'interroger simultanément plusieurs dossiers, mais logiquement, ils ne touchent pas au contenu des boîtes et des dossiers tels qu'ils ont été constitués historiquement. Ça, cette matérialité de la construction de l'archive, on la perd avec le numérique, et ça pose un vrai souci, parce que ça empêche qu'on comprenne les conditions dans lesquelles, je prendrais par exemple, on avait un séminaire où on avait des présentations autour de dossiers médicaux, de gens qui ont été internés pour des raisons psychiatriques pendant la Première Guerre mondiale, et la façon dont ces dossiers ont été constitués, c'est-à-dire par fragments venant de différents endroits, dit beaucoup de choses sur la façon dont les médecins envisageaient la possibilité de traiter et de gérer ces malades. Si on a uniquement accès, par exemple, à un type de fiche qui est présent dans ces différents dossiers, mais pas à l'ensemble du dossier, on comprend mal où cette fiche se situe. Et moi, ça me paraît être des choses qui sont extrêmement problématiques. Pour revenir... D'autant moins que je ne me sens pas la plus directement concernée. J'ai assez peu travaillé sur des sources, par exemple, individuelles, des correspondances, etc. Et que l'usage que j'ai eu des sources numérisées était un usage un peu ultérieur, c'est-à-dire connaissant déjà les fonds d'archives pour retourner voir quelque chose, etc., où on échappe un petit peu à ça. En revanche, c'est un vrai souci pédagogique dès lors qu'on travaille avec des étudiants, parce que s'ils n'ont pas cette étape préalable de la connaissance des fonds d'archives, ou en tout cas de certains services d'archives, et qui passent directement à l'étape numérique, c'est très difficile de leur faire comprendre finalement tout ce que tu viens de dire. Donc, j'ai pas de solution, hein, mais tout l'effort est de commencer par les emmener aux archives, tout en leur disant il existe aussi des outils qui peuvent vous faciliter la tâche. Mais finalement, l'étape fondamentale du travail de l'historien, c'est quand même de passer d'abord par le bâtiment des archives véritablement. Je voulais vous relancer sur la question de l'indexation aussi. Parce que, effectivement, en fait, ce qu'on voit aussi en discutant sur ces questions de numérisation, c'est qu'on a accès... alors, si on reprend, par exemple, le fichier Mémoire des hommes, donc on a accès à une première source de documentation qui sont les fiches elles-mêmes. Donc, on a les fiches brutes, l'archive brute. Et puis, il y a cette opération d'indexation derrière, qui consiste à tirer de la fiche des informations qui vont être versées dans une base de données. Ça pose un problème parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi, Nicolas, quand tu appelles de tes voeux la nécessité d'une indexation. Mais le problème, c'est quelle indexation ? Comment ? C'est-à-dire que ça peut être des choses qui sont compliquées. Par exemple, nous, avec Jean-Luc, quand on avait regardé où étaient situées les Normaliais, on avait réfléchi à la question de la répartition des morts sur le territoire national. On s'était rendu compte qu'il y avait, par exemple, un problème qui était lié au découpage des départements. Les découpages des départements de 1914 n'étant pas les découpages des départements qu'on connaît actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir, par exemple ? C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui est né à Boulogne-Billancourt, est-ce qu'il faut l'indexer dans la Seine, ce qui est le département dans lequel il est bien né en 1898, mettons, puisque à l'époque, les Hauts-de-Seine n'existaient pas, ou est-ce qu'il faut l'indexer selon des logiques qui sont propres à aujourd'hui, qui sont les Hauts-de-Seine, ou est-ce qu'il faut avoir les deux possibilités ? Et ça se pose pour plein de départements, la Meurthe et Moselle, bien évidemment, mais il y a eu plein de redécoupages, il y a eu des redécoupages dans le Rhône. Donc, il y a des logiques dans lesquelles il va falloir réfléchir à cette question-là, je sais. Et puis, bon, et qui se pose aussi pour les lieux avec, par exemple, les villes qui ont été détruites pendant la guerre et qui ont donné lieu à des fusions de communes. Voilà. Tout ce type de choses, c'est-à-dire comment on indexe, et ça c'est l'indexation géographique, mais on a aussi des indexations thématiques, même qu'est-ce qu'on indexe, la forme de l'objet, son contenu, le métier, comment indexe-t-on le métier, etc. Voilà, toutes ces questions-là, j'aimerais bien qu'on puisse essayer d'en parler ensemble.
Oui, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la numérisation des sources, et aujourd'hui, il faut le dire, euh, c'est assez facile pour un certain nombre de services de dire on va numériser. Le problème, c'est qu'il y a des normes, il y a des standards. Et une partie des gens qui vont numériser ignorent ce que j'appellerais l'alphabétisation numérique. Je le dis un peu brutalement, mais c'est important, l'alphabétisation numérique. Et en particulier, les historiens ne sont pas les premiers à être alphabétisés numériquement. Mais on pourrait dire la même chose d'un certain nombre de gens dans des services d'archives départementaux, municipaux. Et très souvent, chacun va y aller de son propre standard, il ne va pas y avoir de cohérence. Et ça, c'est particulièrement... Alors, c'est même en amont de l'indexation. Hein. C'est en amont de l'indexation. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est le cas typique d'Europeana, l'Europe donne des moyens pour numériser, globalement. Mais les gens qui sont chargés de cette numérisation, excusez-moi de le dire un peu brutalement, ils n'ont pas toujours, même s'ils ont des fois des titres de responsables de projets numériques, ils n'ont pas toujours le minimum d'alphabétisation numérique nécessaire. Excusez-moi de mettre les pieds dans le plat. Oui, je vais redire. Moi, je pense que la question, par exemple, là, que tu citais du découpage des départements, est-ce qu'on doit prendre celui d'origine ou celui actuel, c'est déjà une question de recherche qu'on traitera après, etc. Avant ça, il y a une étape minimale qui est donner des informations de base pour qu'au moins on puisse ensuite, nous, aller retrouver plus de choses sur la personne considérée. C'est-à-dire sa date de naissance, son lieu de naissance, des informations minimales, toutes bêtes. Voilà. C'est ça que j'appelle un peu indexer chaque individu pour qu'on puisse après faire le travail. Au moins, si on n'a même pas ça, on ne peut même pas aller voir du côté du recensement, voir à l'état civil, consulter des sources extrêmement banales, évidentes, mais dans lesquelles on peut retrouver des tas d'éléments sur la personne considérée. Je prendrai l'exemple, par exemple, au début des années 80, quand on a commencé à éditer chaque année beaucoup de témoignages de soldats issus de milieux populaires. Suite au carnet de Barthas, après 78, ils s'en publient, avant presque pas, et puis à partir de cette date, au moins une dizaine tous les ans. Bon, au début, les gens parfois publiaient le document quasi brut, pareil, sans avoir fait l'effort minimal d'aller chercher quelques informations sur qui est cette personne, qui est la personne qui a écrit ce témoignage. Aujourd'hui, ça n'arrive plus jamais quasiment. Aujourd'hui, n'importe quel témoignage édité s'accompagne au moins d'une petite introduction qui présente le témoin de façon un peu détaillée. Et parce qu'on considère que c'est plus possible de livrer le texte de façon brute comme ça. Et pour ce qui concerne la numérisation, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas, ce que je vous disais tout à l'heure, où ce type d'information minimale d'identité de la personne, d'état civil, n'existe pas. Et donc, à partir du moment où ça n'existe pas, et c'est le cas très souvent sur Europeana, parfois parce que les gens eux-mêmes qui ont apporté ces documentations ne le savaient pas, ne savent presque rien de la personne qui a sculpté la bague dans les restes d'obus, qui a écrit ces lettres, etc., etc. Ils ont ça chez eux et ils savent quasi rien de leur arrière-grand-père, grand-oncle, de je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Mais quand ils savent, c'est extrêmement dommage qu'ils ne demandent pas le minimum. Et là, la règle très simple et tout à fait basique qu'il faudrait donner à tous les gens qui s'occupent de numérisation ou qui doivent indexer, c'est garder la source brute le plus possible. C'est la règle fondamentale de base, c'est-à-dire la profession, la garder telle qu'elle est indiquée, point barre. Voilà. Et l'âge et le département et tout ce que tu veux, c'est pareil. Voilà. On sait effectivement que parfois il y a des trous, des erreurs, des fautes, des problèmes, mais si on était tous d'accord sur cette règle minimale, je crois qu'on avancerait énormément. Donc finalement, c'est assez optimiste, puisqu'on s'en est sorti dans les publications, donc ça va revenir en ligne. C'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de dispersion des politiques de numérisation. C'est-à-dire que c'est à la fois le choix de qu'est-ce qu'on va numériser en priorité,
parce que même pour les grandes collectes, on n'a pas tout numérisé. Alors pourquoi à certains endroits, quand c'est un carnet, on va numériser juste la première page, pourquoi à d'autres, on va tout numériser, etc. Et puis, évidemment, ça va de pair avec l'indexation ou les informations qu'on va fournir. Et donc, cette dispersion, je ne suis pas sûre qu'elle soit forcément le signe d'une incompétence. Il y a aussi des choix qui ont été faits différemment d'un endroit à l'autre, d'un service à l'autre, parce que chacun est un peu livré à soi-même, qu'il n'y a pas eu de centralisation de ces éléments-là, et que ça peut être des choix très raisonnés, mais qui vont être divergents, et que quand nous, on récupère un peu ces sources, on est bien embêté parce qu'il n'y a pas eu de normes édictées. Alors après, on peut se poser la question de à qui revient cette tâche. C'est vrai que la mission du centenaire a fait pas mal de choses autour de ça. Ça pourrait être un acteur important pour la France. À l'échelle européenne, c'est évidemment encore plus compliqué. Voilà, donc on peut que espérer. Je ne suis pas sûre qu'on ait à donner des ordres ou à demander qu'un tel ou un tel le fasse. Et alors, pour finir, juste sur la question des catégories, par exemple, sur les découpages administratifs, j'y étais directement confrontée. Et je suis assez d'accord avec Nicolas que c'est une question qui est postérieure et qui dépend beaucoup du type de travail et de ce qu'on souhaite en faire. Par exemple, quand j'ai travaillé sur la région parisienne dans le cadre de ma thèse, je savais que j'allais me concentrer sur l'entre-deux-guerres. J'ai conservé les découpages administratifs des années 20 parce que ça me semblait beaucoup plus pertinent pour expliquer le contexte de l'époque et pouvoir le prendre en compte. Quand on travaille aujourd'hui sur la base de données des monuments aux morts à Lille, on s'adresse aussi à des contributeurs potentiels pour qui ça n'aurait pas forcément de sens de demander de faire des dépôts sur des communes qui n'existent plus, etc. Donc là, on a fait un choix qui est différent, mais qui, à mon avis, se justifie complètement, et aussi pour des questions très pratiques. Hein. Donc on se fonde sur les codes INSEE actuels, donc pour désigner les communes, et c'est ce qui est beaucoup plus pratique, même si effectivement on va avoir des découpages, par exemple en région parisienne, qui ne correspondent pas à ceux de l'époque. Mais c'est par le biais actuel de l'accès à la base que le choix s'est fait. Ça, j'entends bien, et je pense qu'effectivement, ça renvoie au fait qu'on ne met pas forcément en ligne pour les mêmes raisons, et que du coup... Mais quand je disais qu'est-ce qu'on choisit, c'était justement ça, en amont, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en amont la décision. Et je comprends que pour la base des monuments morts, on puisse la prendre, et ça me paraît très justifié. Maintenant, il faut que les choses soient clairement dites, c'est-à-dire quand on propose, en particulier dans des cadres d'indexation collaborative, il faut qu'on indique très clairement la nature pour chacune des informations de sa saisie. Je redis 2 mots en plus sur. J'ai dit des choses pas très agréables sur Europeana et ce genre de collecte-là. Bon, peut-être ça va s'améliorer avec le temps, il n'y a pas de raison. Hein, mais en tout cas, à l'inverse, il y a une chose qui est, je trouve, remarquable et qu'il faut vraiment encourager. Ça a été l'idée de numériser des sources sérielles de façon complète, type fiche mort pour la France ou type fiche matricule. Pourquoi ? Parce que là, à terme, l'opération sera complètement close, on aura tout numérisé, on aura une base complète des fiches matricules et c'est déjà le cas pour les fiches morts pour la France. Et dans ce cadre-là, évidemment, c'est là le principal intérêt, je crois, quand même, de la numérisation, c'est faire du travail quantitatif après. Autant, comme le disait Élise tout à l'heure, on n'arrivera jamais, enfin jamais, j'en sais rien, mais enfin je serai mort depuis longtemps, et c'est quand ça sera fait, si c'est le cas, de numériser l'idée que tout serait numérisable, c'est-à-dire que l'intégralité du contenu des archives sera un jour en ligne et accessible depuis chez soi. Je crois qu'évidemment, il ne faut pas rêver à ça, que ça n'a pas beaucoup de sens, et que du coup, prennent d'autant plus de valeur ces opérations de numérisation systématique d'une même source. Et d'autant plus de sources sérielles du type fiche matricule ou mort pour la France, parce que ça permet après d'économiser un travail considérable qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que si on veut avoir des données précises, on en a, mais on est encore loin de tout savoir de la sociologie de l'armée française pendant la Grande Guerre. Dresser un tableau de quelles sont les professions qui combattent dans quel régiment, etc., bon, on en a déjà une idée, mais une idée encore relativement floue. Il est évident qu'avec les fiches matricules, on en aura une idée beaucoup plus précise à partir du moment où on pourra faire un travail systématique de grande ampleur, quantitatif,
là-dessus. On avait vu avec André Loez tout à l'heure, il m'a montré les archives du Var, qui sont a priori départementales du Var, qui sont a priori les premières en France à avoir indexé systématiquement déjà la profession, en gardant de façon brute la façon dont elle est inscrite sur la fiche matricule, le niveau d'éducation, enfin bon, toutes les informations qui sont inscrites sur la fiche, ben évidemment, ça facilite énormément les choses et ça permettra d'avoir un regard infiniment plus précis à terme sur des enjeux compliqués de quelle profession, quel groupe social a contribué plus qu'un autre à telle ou telle arme, quels ont été les moyens d'échapper aux régiments les plus dangereux en fonction de sa profession, de ses ressources sociales, etc. Ça, on pourra le faire à partir de cette source-là, je pense assez rapidement maintenant, et évidemment que c'est quelque chose de fondamental et de très intéressant pour les historiens. Et je voudrais juste rebondir sur ce que disait Élise. Il ne s'agit pas de donner des ordres, mais quand quelqu'un décide de numériser une source, il serait de bonne politique qui prennent contact avec les gens qui ont déjà numérisé des sources comparables. Parce que autrement, on repart, et c'est souvent très dommage, on repart, à chaque fois, on réinvente la roue. Pas forcément, parce que précisément, il y a en principe des lieux, il devrait y avoir des lieux d'échange. S'il n'y a pas de mutualisation des expériences, s'il n'y a pas de mutualisation des expériences de numérisation, bon, reprenons par exemple le cas des départements. Qui ont changé entre avant les années, enfin disons jusqu'aux années 60 et puis la grande réforme de 67-68, bon, pour la région parisienne en particulier, pour la région lyonnaise et puis pour d'autres, pour quelques autres endroits. Eh bien, quand on numérise, ça coûte pas plus cher au moment où on le fait, avec des tables de transcodage, d'avoir les deux. Je veux dire, l'ancien et le nouveau département. Si on le reprend 10 ans après, ça coûte du temps et donc des moyens, etc. Donc, ce genre de choses, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas un minimum de... quand je parlais d'alphabétisation, ça veut dire d'échange. Et ça, c'est très important, la mutualisation de l'expérience. Alors, je voudrais qu'on bouge un petit peu de sujet, en fait, au sens où reviennent aussi à une des spécificités qui est celle des historiens, qui est de poser des questions de recherche. C'est-à-dire que notre travail est non pas de mettre des archives à disposition ou des données à disposition, on peut le faire et on va voir d'ailleurs, on peut partir de 2 exemples de travaux dans lesquels sont engagés en particulier aussi des historiens et qui ont permis la mise à disposition d'un corpus autour d'une question de recherche. Parce que c'est vraiment aussi ça qui est au cœur de notre métier. À quoi veut-on répondre? Alors Nicolas, tu disais qu'effectivement les registres matricules pouvaient permettre d'espérer qu'on allait enfin pouvoir s'attaquer de façon frontale et efficace à cette question extrêmement importante de la composition sociale de l'armée française. Et effectivement, on va y travailler. Alors effectivement, mais en même temps, on va avoir 8 millions de fiches. 8 millions de fiches, c'est intraitable. Quand bien même ça permettrait d'annuler une partie des imperfections qu'il y a. Donc il va falloir de toute façon construire des populations, enfin prendre des échantillons, etc. Mais c'est vrai que là, il y a à disposition une source très riche qui permet pour une fois vraiment d'envisager de prendre cette question dans son ensemble et de pouvoir essayer de prétendre y répondre. Maintenant, est-ce que ça modifie nos questions de recherche? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir ces sources modifie nos questions de recherche? Et est-ce que ça nous pousse, et ça la réponse est déjà positive en partie, à produire de nouveaux corpus ou de nouvelles logiques qui sont adossées à ces questions de recherche. Alors, très rapidement, par exemple, l'idée, donc Nicolas avait publié ce livre sur les normaliens de la rue d'Ulm, et nous avons donc proposé aux étudiants de l'ENS de Lyon, qui sont donc les héritiers de l'ENS de Saint-Cloud, de faire une recherche un peu équivalente sur les normaliens de Saint-Cloud, avec l'idée d'essayer de comparer les 2 populations et de voir s'ils avaient le même rapport à la guerre. Et il y a eu donc tout un travail qui n'aurait pas été possible sans la mise à disposition des registres matricules et des fiches morts pour la France, qui ont pu du coup être systématiquement utilisées et qui, grâce à ça, ont permis de traiter les données. Et en particulier, il y avait
on peut reprendre je vous ai choisi un exemple qui est très simple, parce que c'est le plus visuel, qui est la question de la répartition des normaliens de morts. Alors vous avez une répartition par âge, vous avez une répartition par année, par moment de décès, et il y a une répartition également ensuite qui se trouve par type de mort. Voilà. Et donc l'idée était de comparer ces normaliens, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir à la question de où est-ce qu'ils se plaçaient dans l'armée, c'est-à-dire étaient-ils de simples soldats, étaient-ils des sous-officiers, étaient-ils des officiers, à quel moment sont-ils morts. Donc question que Nicolas avait interrogée dans son livre et que le travail avec les étudiants permettait de confronter. Et effectivement, on voit bien qu'il s'agit de deux populations qui ne sont pas de même nature. Alors il y a une façon de le voir qui est aussi assez intéressante, c'est que grâce à ces données qu'on a pu récupérer, on s'est aussi intéressé du coup à des questions de localisation. Par exemple, pour vous montrer quelque chose qui est très flagrant, c'est que on a géolocalisé les lieux de naissance des Normaliens de Saint-Cloud et on a pu mettre en évidence le fait qu'ils étaient équitablement répartis sur le territoire, ce qui n'était pas le cas des Normaliens de la rue d'Ulm, qui sont beaucoup plus originaires de grandes villes et en particulier plus nombreux en proportion d'être originaires de Paris. Donc on n'a pas du tout la même sociologie. On n'aura pas du tout les mêmes effets. Alors par contre, ce qui ressemble effectivement tragiquement, mais là c'est juste un petit clin d'œil, c'est la carte des lieux de décès. Bon là pour le coup, que ce soit les Normaliens de la rue d'Ulm ou les Normaliens de Saint-Cloud, ils sont morts aux mêmes endroits. Donc il y avait des questions de recherche qui étaient sous-jacentes et qui nous ont donc amené en fait, et là je dirais pour moi, le grand mérite d'avoir des sources numérisées, c'était qu'elles permettaient à des étudiants de faire une enquête collective qui n'aurait pas été possible sans le recours à ces sources numérisées, puisqu'il aurait fallu aller dans toutes les archives départementales. Vous avez vu donc le lieu de naissance. Vous savez que très souvent, le bureau de recrutement est quand même très fortement corrélé au lieu de naissance, et donc il aurait été impossible de faire l'enquête. Ils ne sont que 103 inscrits sur le monument, mais ça aurait été impossible pour nos 15 étudiants, en l'espace de leur année universitaire, d'aller récupérer. Là, en fait, ça devient possible. On peut donc récupérer les registres matricules, les fiches morts pour la France, et tout ça permet de construire des bases de données permettant ensuite de répondre à la question de recherche qu'on a posée. Donc il y a une vertu très grande. Et ensuite, ça permet la mise à disposition de ce travail. Et ce qui est intéressant, par exemple dans le cas des Normaliens, c'est que la confrontation, il y avait un troisième objet, un objet que les étudiants n'avaient pas eu le droit de consulter au départ, de façon à ne pas les inciter à s'en servir trop. C'est le fait que les anciens élèves de l'école avaient publié un livre d'or, donc dans lequel il y a une notice par... Ouais, ça ne marche pas sur celui-là. On va en prendre un autre. Donc il y avait dans ce livre d'or, pour chacun des Normaliens, bon, bah, vous ne le verrez pas, vous aviez une notice rédigée par un de ses camarades, dans lequel vous aviez une photo. Alors c'est la photo en général qui a été reprise ici. Et ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte que la confrontation des trois sources principales, la fiche mémoire des hommes, la fiche matricule et le livre d'or, faisait apparaître qu'il y avait des erreurs dans un certain nombre de cas dans l'une des trois sources, voire dans deux sources, voire dans trois sources. Et ça a permis de rectifier des informations, et donc ça a donné lieu en particulier, alors c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Donc on a ici un site sur lequel on a à la fois l'accès aux documents primaires qui ont servi à faire l'enquête, en grande partie, il peut y en avoir d'autres, mais c'est les documents systématiques. Et d'autre part, il y a une petite notice qui est rédigée à partir de ces documents, qui donne quelques éléments descriptifs, mais qui du coup n'est pas forcément concordante avec les sources primaires, puisqu'elles peuvent avoir, par le fait qu'elles ont croisé ces sources et qu'ils les ont complétées, apporté des informations qui ne sont pas concordantes avec les sources primaires. Et donc, d'une certaine façon, les étudiants ont produit une nouvelle forme de sources qui peuvent être utilisées. Et donc, c'est toute la question de comment est-ce que on met à disposition. Alors, dans ce cadre-là, il y a, ça je voulais aussi, et je termine là-dessus parce qu'Élise pourra peut-être vous parler ensuite du site sur les monuments aux morts. Nous avons demandé à nos étudiants de faire tout un travail de description du projet. Donc, présentation des objets du projet, présentation des sources principales. Voilà, on leur a donc demandé d'aller rechercher un certain nombre d'informations
de façon à expliquer ce qu'étaient ces documents qu'ils utilisaient, donc ce qu'était ce fichier mémoire des hommes, ce qu'étaient les registres matricules, ce qu'était l'état civil, voilà, et les différents documents qu'ils ont pu utiliser. Donc, de cette façon-là, on les a poussés à faire ce travail critique de réappropriation de la source qu'ils ont pu utiliser. Élise, peut-être tu veux... Un peu parallèle, c'est-à-dire que sur la base des monuments que certains peut-être ont découvertes ou en tout cas de laquelle on a parlé hier soir dans un atelier, on a un petit peu le même système dans le sens où il y a également un accueil. Alors c'est un site qui est universitaire, donc qui a été conçu au départ par des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche. Il y a également une page d'accueil avec des informations qui concernent l'actualité, mais qui sont aussi des choses de recontextualisation, qui concernent aussi l'évolution de la base de données, etc. Donc on a un petit peu ce travail plus général. Et puis après, évidemment, ce n'est pas sous la même forme, puisqu'il s'agissait de personnes... dans le cas de l'ENS, donc de reconstituer un peu leur parcours, etc. Là, c'est la vie du monument qui est mise en avant, et donc la présentation est différente dans la mesure où c'est une timeline, vous voyez, un peu comme ça, dans laquelle est restitué également le document sur lequel c'est fondé voilà, c'est la vie du monument vraiment. Donc là, c'est celui de Tourcoing, le monument aux morts municipal, sachant qu'il y en a plusieurs à Tourcoing, mais c'est aussi le plus complet. Et alors, il est un petit peu particulier parce que vous voyez que le début, le lancement en quelque sorte du monument, les délibérations municipales commencent en 1922 à propos du monument. Donc on a des images qui sont issues des archives et qu'on peut restituer comme ça à l'état brut. Mais le monument, il n'est inauguré qu'une dizaine d'années plus tard parce qu'il connaît différents déboires, parce que d'abord c'était un monument urbain assez complexe, une construction assez complexe, qu'il y a eu des négociations avec le sculpteur, qu'il y a eu des demandes de révision, qu'il s'est avéré que la pierre fournie n'était pas de qualité suffisante. Donc, il y a eu à nouveau des échanges, des tractations, etc. Et puis, il a fallu, le coût étant plus élevé que prévu, retrouver... Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Mais tout ça pour vous dire que, donc, sous une forme très différente, on a aussi la vie de ce monument jusqu'à son inauguration. Mais pour d'autres monuments, ça va être bien ultérieur encore. Donc, l'inauguration, on s'en approche, je crois que c'est 31, voilà. Pour certains autres monuments de la base, vous voyez, là, il y a un ajout de 2009, parce que à l'occasion d'un reportage, on a pu y revenir. Mais dans d'autres cas, c'est le camion poubelle qui a détruit une partie du monument, ou bien il a été déplacé, ou bien il a été modifié par ajout de plaques, etc. Donc ça nous permet aussi de continuer à suivre la vie de ce monument jusqu'en 2014-2015. Donc vous voyez, c'est un autre format finalement de restitution, mais qui reprend un petit peu les éléments qui viennent d'être énoncés, c'est-à-dire à chaque fois recontextualisation. On fournit également les sources primaires et on les réagence pour leur donner sens. Là, il se trouve que ce sont essentiellement des sources qui viennent des archives municipales, mais pour d'autres monuments, on peut très bien imaginer que ça consiste aussi à rassembler des sources d'origines diverses qui peuvent être issues aussi de la presse locale, par exemple les récits d'inauguration ou de commémoration ultérieure. Ça peut être des correspondances qui ont été adressées directement à la mairie. Voilà, ça peut être évidemment des photographies anciennes. Là, il y en a toute une série, elles sont classées ailleurs, mais où on voit justement la construction très progressive de ce monument. Voilà, donc il y a à la fois les sources numérisées qui sont restituées sous cette forme, alors que sinon elles sont moins accessibles. Et puis il y a aussi l'intervention de l'historien pour les rendre finalement plus intelligibles. Non, parce que ça pose la question du fait que le travail de l'historien, ça c'est quelque chose qui est en filigrane depuis le début de ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on constitue des corpus. C'est-à-dire qu'on a toujours constitué des corpus, c'est-à-dire qu'on va chercher des documents de différentes natures à différents endroits et on crée d'une certaine façon une unité. Donc là, on crée une unité autour du monument comme objet, on crée une unité autour d'un normalien comme individu ou les normaliens de Nicolas. Donc on reconstitue. Là. Et c'est vrai que ça rend encore plus important cette idée que ces corpus, il faut les expliciter. Il faut donner à voir d'où ils viennent et les raisons pour lesquelles ils ont été choisis.
Je voulais ajouter autre chose, c'est qu'on parle des sources 14-18, mais c'est un peu par facilité, c'est-à-dire que effectivement, il y a des grands corpus, là, les morts pour la France, les registres matricules, incontestablement, c'est centré sur 14-18, mais que les sources avec lesquelles on travaille ne se limitent pas, enfin, je veux dire, l'histoire de 14-18 ne se limite pas à des sources étiquetées 14-18. Et donc, c'est d'autant plus important de savoir d'où viennent les sources qu'on utilise et d'expliquer un peu comment on les collecte. Donc, de ce point de vue-là, la question des sources numérisées, elle s'insère dans un contexte qui est beaucoup plus vaste, une numérisation qui est très loin de concerner uniquement 14-18. Pour en revenir à Gallica, par exemple, moi, je trouve ça formidable. Aujourd'hui, on peut consulter tous les JO, y compris de la période 14-18, sans bouger de chez soi. Donc voilà, j'ai passé je sais pas, je n'ose pas compter, enfin bref, des après-midi entières dans les sous-sols de QGIAS pour consulter les index, sortir les débats parlementaires, photocopier 3 trucs et ressortir noir de poussière et d'encre. Alors, c'est pas des mauvais souvenirs, simplement, on conçoit que là, il y a une facilité de consultation qui est tout autre. Et on a la même chose en Allemagne, par exemple. Enfin, en l'espace de 15 ans, les conditions de la recherche ont énormément changé. Mais pour d'autres sources, il est probable que la numérisation ne soit pas pour demain. C'est-à-dire que dans mon cas, ça consistait aussi à aller consulter des archives d'associations, de trucs complètement mineurs, ou les archives des paroisses de l'archevêché de Paris. Je ne suis pas sûre qu'elles soient non plus numérisées demain. Les archives d'entreprises. Donc des choses qui restent aujourd'hui privées. Enfin, vous voyez, toutes sortes vraiment de sources qui ne sont pas étiquetées 14-18. Alors, soit il y a quelques cartons qui effectivement concernent spécifiquement la période, soit même pas, mais c'est noyé dans quelque chose d'autre. Et du fait de la question de recherche qu'on pose, on est amené à aller les consulter pour en extraire ce qui nous intéresse très spécifiquement. Oui, je crois qu'en fait, plus généralement que 14-18, ce qui transforme le travail des historiennes et des historiens, c'est l'environnement numérique. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où on peut avoir des sources qui ne sont pas numérisées, mais pour les travailler, on va bénéficier d'un environnement numérique. On va pouvoir aussi les traiter dans le cadre de bases de données relationnelles, par exemple, de bases de données spatiales, qui vont permettre d'intégrer. Donc, je crois que la différence, ce n'est pas forcément est-ce que les sources sont numérisées ou est-ce qu'elles ne sont pas numérisées. Si elles sont numérisées, et par exemple, vous parliez tous les deux de Gallica, mais il ne faut pas oublier que Gallica, au départ, il ne donne pas du texte, il donne de l'image de texte. Donc, on ne peut pas faire des recherches plein texte partout. On en fait de plus en plus, mais les premières choses qui ont été numérisées par Gallica, on avait de l'image de texte. Donc, une partie, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais cet ouvrage sur les bombardements de Paris pendant la Première Guerre mondiale. Il était numérisé, digitalisé, mais pas ossérisé. La première chose que j'ai faite pour l'exploiter, c'est de le transformer en texte. Hein. Donc, on est dans un environnement qui change, je crois, les conditions du métier d'historien. Et c'est ça qui est... c'est pas uniquement parce qu'il y a des sources numérisées. C'est parce que les conditions générales de la recherche se sont transformées. Oui, je vais dire un mot, effectivement, de se sortir des 4 années de guerre et de 14-18. C'est effectivement tout à fait décisif parce que, par exemple, là, d'un certain point de vue, d'autres historiens, notamment des historiens spécialistes de démographie, tomberaient un peu de leur chaise en observant à quel point les historiens de 14-18 découvrent la Lune en découvrant, grâce à la numérisation souvent, pas seulement, mais les fiches matricules. Pourquoi ? Parce que bien d'autres historiens, depuis longtemps, ont utilisé cette source pour traiter de toute autre chose que de la Première Guerre mondiale. Une thèse d'État de 1975 utilisait les registres matricules pour étudier les migrations des ouvriers. Exactement. Et sorti, j'ai découvert ça il y a peu de temps, pourtant début des années 2000, dans mon souvenir, un livre d'Alain Faure et Jean-Claude Farcy qui travaillent ces mêmes sources pour la fin du 19e siècle, pour essayer de comprendre les formes de mobilité géographique et sociale à Paris, des Parisiens. Bon, c'est un énorme volume qui utilise comme source quasi unique
les fiches matricules. Or, il y a une espèce effectivement de cloisonnement qui tient là à la façon dont on fait de l'histoire et tout, entre les spécialistes de 14-18 et puis les autres, qui sont aussi spécialistes d'autres choses en général, et notamment de démographie historique. Il y a eu beaucoup de travaux dans les années 50-60 qui utilisaient déjà, notamment si vous ouvrez les travaux de Dupaquier, de Jacques Dupaquier, vous verrez qu'ils utilisaient déjà les fiches matricules, alors sous des formes évidemment beaucoup plus difficiles, etc., à ce moment-là, puisqu'ils n'avaient pas l'outil informatique sous la main pour les traiter facilement de façon sérielle, mais qui utilisaient néanmoins déjà ces sources pour faire des travaux extrêmement importants. Donc, en ce sens-là, effectivement, il y a tout intérêt à essayer de faire attention à ne pas s'enfermer dans des questions strictement 14-18 et peut-être aussi là à redécouvrir la roue à chaque fois. Voilà. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle à propos de nos discussions? Moi, j'en ai une qui est sur un autre versant du métier, qui n'est pas la recherche, mais l'écriture. Et je voulais vous interroger tous et toutes sur la manière dont la numérisation et le recours à des sources numérisées changent la manière d'écrire. D'abord dans l'appareil critique, comment on cite une source numérisée par rapport aux citations qu'on a l'habitude de faire de cartons d'archives, de livres, etc. Et puis est-ce qu'à terme, on ne va pas voir une mutation même des manières d'écrire, c'est-à-dire d'écrire avec des liens hypertextes, d'écrire avec des formes d'écriture différentes de celles qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire l'article papier ou le livre physique. Est-ce qu'on ne va pas vers ça? Est-ce qu'il n'y a pas une intégration qu'on pourrait imaginer, ou de nouveaux modes d'écriture historien qu'on pourrait imaginer en lien avec ça? Moi, je veux bien commencer. Je pense que oui. C'est-à-dire qu'en plus, on va quand même vers des modes d'édition électronique de plus en plus importants de la production scientifique. Donc, il existe encore des revues sous forme papier, mais il y a une pression pour qu'elles se limitent. Et puis surtout, il y a des nouvelles revues qui sont sous forme directement numérique. Or, ces nouvelles revues qui sont sous forme directement numérique intègrent bien évidemment toutes les fonctionnalités qui permettent, par des biais de liens hypertextes, d'incrustation d'images, etc., de montrer la source ou d'amener à la source. Je dirais c'est de la même façon que tout le travail, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu ce qu'on appelle la TEI, qui consiste à faire de l'édition en ligne de documents anciens, mais dans lequel on incorpore des informations qui renvoient à d'autres liens, à d'autres sources, à d'autres travaux. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va construire on est en situation de pouvoir construire de nouveaux modes d'écriture scientifique. Après, je pense qu'on en est vraiment au début. C'est-à-dire qu'il y a eu peu de réflexion là-dessus et peu de réflexion sur les effets que ça pourrait avoir. Maintenant, juste très rapidement sur la question de la source, que tu fais très bien de rappeler, effectivement, comment est-ce qu'on cite, par exemple, quand on travaille sur un registre matricule, est-ce qu'on cite le lien, l'URL qu'on a obtenu en allant voir ce registre matricule en ligne, ou est-ce qu'on retrouve le registre précis avec sa référence d'inventaire? Et je ne suis pas sûre, je n'ai pas testé, mais je ne suis pas sûre que ce soit toujours très simple de retrouver la référence d'inventaire, en fait. Ça, c'est aussi un souci. Peut-être que ça serait important que systématiquement, il y ait un lien vers l'inventaire physique et donc le volume matériel qui existe. Oui, tu as tout à fait raison. C'est souvent pas très facile de retrouver la référence originale de l'inventaire. Je l'ai constaté plusieurs fois. C'est pas évident. Moi, j'essaye toujours de conserver cette trace-là, première, plutôt que de citer un lien et tout. Mais peut-être que ça changera, mais aussi parce que, pour l'instant encore, malgré tout, dans les articles ou les livres plus encore, le format numérique est quand même pas le format premier encore pour l'instant, avec un lien sur lequel on peut cliquer. Malgré tout, on continue, notamment pour les livres, à lire plutôt sur papier, même si ça évolue beaucoup. Et puis, il y a aussi un autre problème, me semble-t-il, c'est que pour l'instant, les formats ne sont pas toujours très adaptés à une lecture évidente et facile. Alors, évidemment, on peut mettre beaucoup plus de choses via le numérique, des images, des tableaux, plein de choses comme ça, directement en ligne, mais un des problèmes qui m'énerve souvent, auquel je suis souvent confronté, c'est la mauvaise adaptation à la taille de l'écran. Parfois, évidemment, on ouvre un tableau, une image, et puis elle va être ou un texte, ça va être tout petit, il faut encore zoomer, changer les choses. Enfin, ça rend la lecture pas du tout fluide, beaucoup moins fluide qu'elle ne peut l'être encore, enfin pour moi en tout cas, mais peut-être je suis
mieux sur papier. Voilà, donc je pense qu'il y a encore effectivement beaucoup à faire pour qu'on puisse utiliser pleinement les capacités. Pour dire les choses très clairement, j'ai encore jamais rencontré un livre ou un article numérique qui me semblait parfaitement adapté, voilà, avec une lecture un peu fluide, facile, aisée, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, et il y a des efforts en ce sens-là importants. Je pense notamment à ceux de Pierre Merclé à Lyon, et par exemple pour une revue spécialisée, qui est la revue qui s'appelle Sociologie, il a créé tout un système maintenant pour chaque article d'annexes en ligne, dans lesquelles on peut mettre toutes les sources, et notamment les bases de données, mais aussi des extraits d'entretien, des archives brutes, etc., dont on s'est servi pour écrire l'article. Et je pense que c'est extrêmement riche. Ça permet aussi, je crois, pour beaucoup d'éviter des tas de problèmes liés au plagiat, etc., ou d'améliorer ces questions-là, puisqu'on a derrière le matériau brut avec lequel la personne a travaillé et qu'on peut réutiliser pour répliquer ou faire des choses nouvelles. Par exemple, quand on a une base de données, on peut effectivement assez facilement vérifier comment la personne a travaillé, etc., si on a envie de le faire. Voilà, ça c'est autant de choses qui me paraissent extrêmement importantes. Pour l'instant, elles sont encore pas complètement intégrées dans le cadre d'une lecture en ligne, je trouve. Donc ça veut dire quand même qu'au-delà des numérisateurs, les usages historiens eux-mêmes ne sont pas stabilisés. Donc effectivement, peut-être que dans l'incertitude, le plus sage est de garder une approche la plus complète possible. Mais je n'ai pas non plus de réponse. Sur les modes d'écriture, oui, c'est évident. Enfin, forcément, je pense que ça implique des formats, etc. Vous avez dû le rencontrer sans doute avec les étudiants sur la question des morts de l'ENS. Je participe au projet 14-18 Online, qui est une encyclopédie de la Première Guerre mondiale, internationale, etc. Et je partage le point de vue d'Emmanuel quand elle dit qu'on en est au début, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un projet qui est né sous une forme destiné véritablement à n'exister qu'en ligne, à être évolutif, etc. Donc le format de publication, c'était une question qui était intégrée à la démarche vraiment dès le début. C'était pas simplement transcrire l'équivalent d'une revue et la mettre en ligne. Ça faisait vraiment partie de la réflexion du départ. Or, ce qui est finalement assez surprenant, c'est qu'il y a eu assez peu de réflexion sur la mise en ligne des sources et l'usage qui allait en être fait, leur intégration dans les textes, etc. La réflexion a beaucoup plus porté sur la structure générale du projet, les différentes formes de renvoi d'un texte à l'autre, le croisement entre des approches thématiques et des approches régionales avec des subdivisions, etc., pour éviter les redondances, mais être en même temps très complet. Donc voilà, c'était beaucoup sur la structure générale, la longueur des textes, la complémentarité, que finalement sur le statut vraiment des sources et l'usage qu'on allait en faire. Et le résultat, c'est que il y a des sources qui sont mises en ligne, mais de façon assez ponctuelle, et qu'on a un usage sinon des images et autres qui reste surtout illustratif. Et donc de ce point de vue-là, on n'en est qu'au début. Je pense que cette réflexion était utile, mais le résultat n'est sans doute pas complètement satisfaisant. Mais comme c'est un projet évolutif, l'avenir nous dira si on progresse. D'autres questions? Oui, c'était plutôt une remarque que je voulais faire, parce qu'il se trouve que j'ai participé à la grande collecte et que je suis à la fois conservateur et historienne. Donc j'avoue que ça a été une expérience assez schizophrène pour moi, non pas dans l'indexation finalement, mais plutôt dans le choix des documents. C'est-à-dire que j'ai quand même émis à un moment donné des petits doutes sur le fait que certains de mes collègues pouvaient sélectionner ou non les documents n'ayant pas de compétences d'historien. Ça m'a profondément gênée. Plus que l'indexation, qui me semble-t-il est leur métier, et qu'après ils pouvaient mener. Mais je voulais insister sur quelque chose, c'est que l'expérience m'a quand même semblé intéressante, et ça explique peut-être pourquoi après c'est mal indexé ou il n'y a pas assez de précision. C'est qu'on n'était pas du tout du côté de l'histoire, on était du côté de la mémoire et du côté de l'émotion. Et vous aviez raison, plus de la moitié des gens que j'ai pu voir pleuraient.
Donc on avait des Kleenex sur la table au bout d'un moment. Hein. Et on était vraiment avec des personnes qui venaient en nous disant « Je crois que ça a appartenu à mon grand-oncle, mon arrière-grand-mère pleurait souvent en regardant cette photo, etc. etc. » Et on n'avait pas d'indication précise sur les documents. Mais ça m'a semblé intéressant. Moi, au bout du compte, finalement, même si j'avais beaucoup de réticences, comme je viens de vous le dire, en tant qu'historienne, ça m'a semblé intéressant et il me semble que c'est un objet d'étude, justement par rapport à cet immense élan des gens. Ça explique aussi que le tri ou l'indexation n'ait pas forcément été bien faite. Je sais qu'à la Bibliothèque nationale de France, on a été débordé. On avait jusqu'à 3 ou 4 heures d'attente avec des gens qui tenaient absolument, puisque c'était sur une période très limitée, à nous apporter leurs documents. Et c'était très difficile de leur faire dire ce qu'ils avaient apporté, etc. Et moi, l'expérience que j'en ai retenue, c'est que finalement, on était vraiment du côté de cette émotion, que c'était peut-être un territoire qu'on avait à creuser. Essayer de comprendre pourquoi les gens ont apporté ça, pourquoi ils ont fait cet effort, et se dire que finalement, ils ne l'ont pas du tout apporté pour les historiens. Ça, c'est le sentiment que j'ai eu. Ils l'ont apporté tantôt, éventuellement en espérant qu'on pourrait leur donner des éléments supplémentaires, donc ils avaient parfois des questions à poser, ou ils l'ont apporté parce qu'ils avaient envie d'être sur Internet, que leur famille, qu'il y ait un témoignage d'eux sur Internet, ça c'est très, très important aussi pour eux. Et je pense qu'il y a quelque chose de très positif, mais ça c'est l'avenir qui le dira, c'est qu'ils ont quand même eu le sentiment qu'ils avaient quelque chose d'important, et je pense que plus tard, peut-être, ils apporteront leurs documents définitivement aux archives. Puisque là, le but du jeu, c'était que surtout, ils ne se sentent pas dépossédés, et ils restaient constamment à côté de leurs documents, y compris jusqu'à la chaîne de numérisation. Donc tout était fait très vite, hein, en 3 quarts d'heure, ils nous montraient leurs documents, on les sélectionnait avec eux, hein, c'est-à-dire qu'ils nous disaient ce qui pour eux avait le plus ou moins d'importance. Alors dans des stocks très variables, hein, ça pouvait être un document, comme au contraire des dizaines de documents ou des objets. Et ensuite, ils repartaient en ayant vu leurs documents numérisés et en repartant avec. Mais par contre, je pense que moi, comme mes collègues, on leur a bien dit qu'il était important par la suite qu'ils remettent ces documents aux archives. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience et que peut-être, enfin je l'espère, ces documents reviendront plus tard dans des archives où là, les historiens pourront les voir. Et c'est ce qui m'a semblé finalement, enfin moi je me suis consolée en me disant que peut-être au bout du compte, c'était un long chemin pour ces gens qui avaient ça chez eux, qui ne l'auraient pas forcément sorti, ils l'ont appris par les médias, mais ils ne l'auraient pas forcément sorti pour des historiens. Donc peut-être que c'est le début d'un long chemin pour que ces documents reviennent enfin aux historiens et soient traités cette fois-ci véritablement avec une visée historienne et non pas documentaire ou dans l'émotionnel. Merci beaucoup de le rappeler parce que c'est la première table ronde, je crois, où il n'y a que des historiens. Alors évidemment, on a une approche, on prêche pour notre paroisse, peut-être très rationnelle, qui peut sembler assez froide, et on oublie, ce faisant, au moins la moitié de l'objectif et de la fonction de cette opération. Merci. Ouais, je vais redire 2 mots dans le même sens. Moi, j'entends tout à fait ce que vous dites, hein, et mes regrets, ils étaient uniquement en tant qu'historien, c'est tout. Pour le reste, du point de vue mémoriel et tout, je pense que cette opération était extrêmement importante, qu'elle a bien fonctionné. Moi, je n'étais pas du tout surpris du succès qu'elle a eu, connaissant un petit peu tout ce qui se passait autour de 14-18, dans les mobilisations locales et tout ça. De ce point de vue-là, voilà, moi, mes regrets, ils sont purement en tant qu'historien, c'est tout. Voilà, je regrette qu'on n'ait pas eu le minimum de préparation pour pouvoir lier les 2 aspects. Je ne pense pas du tout que c'était inconciliable, je crois, avoir le minimum d'informations, etc., etc. Mais voilà, c'est purement en tant qu'historien que je parlais, effectivement. Encore quelques questions ? J'aurais une autre question qui porte sur le rapport entre recherche individuelle et recherche collective. Parce que comme chercheur individuel, on voit très bien effectivement en quoi un doute, hop, un clic, ça permet de vérifier sans bouger de chez soi, recours à des sources numérisées, soit pour une grande enquête, soit pour un point ponctuel, c'est très facile. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi imaginer, un petit peu comme vous l'avez fait avec des étudiants, hein, pour le projet normalien, est-ce qu'il ne faut pas imaginer que la masse même
des documents numérisés, de certaines sources en particulier, je pense au registre matricule, même à l'échelle d'un département, nécessiterait de relancer des modes d'enquête collective, impliquant un questionnement au départ, constitution d'hypothèses, constitution de groupe de travail, et puis ensuite des chercheurs qui dépouillent, qui travaillent de cette façon-là, ou est-ce que c'est pas une piste à explorer pour pas être effectivement écrasé par la masse de données? Oui, alors les historiens, les historiennes ont souvent l'habitude de travailler tout seuls. Et pendant un temps, qui n'est peut-être pas totalement révolu, ils étaient même un peu jaloux de leur travail, etc. Je crois qu'avec le numérique, et c'est ce qu'on a essayé d'expérimenter, entre autres, avec les élèves de l'École normale supérieure de Lyon, c'est d'entrer dans un travail collaboratif. Et quand on a fait le bilan avec eux, ils nous ont dit, bah oui, c'est la première fois, et c'est pas comme ça qu'on nous a appris à travailler la plupart du temps. Alors je crois que le numérique, ça a deux avantages. Et je sais, pour en avoir parlé avec un certain nombre de collègues qui étaient absolument pas d'accord avec le point de vue que je vais défendre maintenant, c'est que ça permet de faire rentrer l'histoire aussi dans une dimension cumulative. C'est-à-dire que quand on constitue une base de données sur un régiment, les morts d'une commune, etc., il faut accepter l'idée que quelqu'un d'autre puisse reprendre ça et le réinterroger, le réenrichir, pour qu'il puisse poser ses propres questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'une bonne partie de la recherche publique, les collègues qui le font, c'est normal que pendant, disons, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils aient la possession des bases de données qu'ils ont constituées. Mais au-delà d'un certain laps de temps, ces données qui ont été constituées avec de l'argent public, avec du temps de chercheurs qui a été payé par de l'argent public, c'est normal, je pense, qu'ils retournent et qu'ils puissent être réutilisés. Mais cette dimension cumulative, elle n'est pas toujours totalement acceptée encore aujourd'hui. Et pour moi, je pense que c'est une révolution très importante dans la manière d'aborder la recherche. Parce que le même individu peut avoir été regardé par un collègue qui travaillait dans telle direction, puis par un collègue qui travaillait avec des questionnements totalement différents, et on se rend compte que en fait, ça peut converger. Et ça, c'est, je crois, très, très important, et précisément, le numérique permet de le développer. Oui, alors avec toujours cette précaution d'usage, c'est que les données, on ne peut les réutiliser que si on sait comment elles ont été construites. C'est-à-dire que c'est très bien de mettre à disposition des données et de vouloir qu'elles soient réutilisées. Moi, je suis bien sûr très favorable à cette position, mais ça nécessite qu'on dise comment on a construit les bases de données, quelles sont les sources utilisées, voilà. Oui, alors c'est là que l'existence de métadonnées est quelque chose de tout à fait important. Mais là, je vais dire, voilà ce qu'il faut faire, mais en général, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Même quand je mets à disposition des données que j'ai constituées, parce que un peu pressé par le temps. Et c'est vrai que les historiens se disent, bon ben, voilà, c'est... Mais c'est vrai qu'il faut documenter pour que ça puisse être réutilisé. Tu as tout à fait raison. Il faut absolument documenter les choses. Et par exemple, tout à l'heure, on évoquait les métiers. Donc, alors, c'est fondamental de prendre le métier ou la profession telle qu'elle a été enregistrée. Puis après, l'historien peut dire, bah, voilà, moi j'ai constitué des catégories de telle et telle manière. Et là, c'est important de dire comment les catégories ont été constituées, mais sans perdre précisément la donnée initiale qui va permettre éventuellement à quelqu'un d'autre de refaire d'autres classements, d'autres catégories, etc. Mais c'est vrai que les métadonnées, c'est fondamental. Oui, je vais dire 2 mots exactement dans le même sens. Moi, je m'efforce toujours, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site internet, il y a la base de données des témoins de la Grande Guerre que j'ai utilisée pour la
pour écrire le livre, presque 750, pour lesquels j'ai pu retrouver systématiquement la profession en 14, le parcours scolaire avant et la trajectoire militaire pendant la Grande Guerre, alors qui vont des gens les plus célèbres et les plus connus, type Maurice Genevoix, jusqu'à des inconnus absolument complets. On peut la télécharger. Ouais, c'est ça. Et tu vas encore après. Attends. Non. Voilà, tu as toute la liste par ordre alphabétique là, de toutes les. Bon, par date de publication, par tout ce que tu veux encore. Ça s'ouvre pas, je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il y a un firewall qui bloque. Ah oui, c'est possible. Attends. bloque les PDF, je pense. Ah oui. Les PDF sont bloqués, c'est pour ça que... Ah bah voilà, bon bah elle apparaît comme ça et puis je crois que je l'ai mise ailleurs sous une forme Excel qu'on peut réutiliser comme base de données, mais exactement pareil, comme le disait Jean-Luc, je n'ai pas indiqué exactement à chaque fois où et comment j'étais allé chercher les informations permettant de connaître là la profession, là le parcours scolaire avant 14, etc. etc. Et pour en revenir à ce que disait, mais je pense que c'est hyper important parce que moi j'espère aussi que deux choses, c'est que des gens éventuellement réutiliseront ça, l'enrichiront. J'avais déjà fait un croisement avec une autre base de données, mais sans toutes ces informations individuelles établies par Benjamin Gilles pour son propre livre. Et en croisant, on peut confirmer ou pas qu'on s'est trompé. Moi, j'ai poussé un ouf de soulagement en voyant que je ne m'étais pas trop trompé, puisque ses propres résultats confirmaient largement ceux que j'avais eus. Mais bon, sur le coup, je me suis dit, oh là là, est-ce que mon truc, c'était bien sérieux ? Bon, voilà, ça va, ça permet de voir ça, d'enrichir, et puis ça permet potentiellement aussi d'être réutilisé par d'autres une prochaine fois pour une autre enquête, et puis ça permet aussi d'avoir un autre usage, je crois, qui est extrêmement important pour moi, le fait de le mettre en ligne comme ça, c'est-à-dire que après, je l'espère, c'est peut-être un peu naïvement, on ne puisse plus faire l'économie de rapporter tel témoignage à cette base. C'est-à-dire de situer le témoignage qu'on utilise en fonction de l'ensemble des témoignages publiés et de dire immédiatement où est-ce que mon témoin se situe socialement par rapport aux autres et quelles caractéristiques il a. Puisqu'évidemment, les caractéristiques des témoignages, des textes eux-mêmes, du contenu de ces textes sont très intimement liées au statut social de celui qui écrit, qui tient le stylo, etc. etc. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie de le faire de façon un peu systématique. Et puis pour ce que tu disais, André, des recherches collectives, évidemment, moi je pense que c'est ça qui devrait être relancé à l'avenir avec ces grandes bases numérisées. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faudra dépasser, c'est la mauvaise presse qu'ont eu longtemps ces travaux par des grandes équipes de recherche collective menées dans les années 50, 60, 70 et dont on considère qu'elles se sont perdues, noyées complètement, pas toujours à tort d'ailleurs, dans la masse des documents et qu'elles se sont épuisées pour finalement déboucher sur des résultats tout à fait décevants alors qu'elles avaient mobilisé un nombre de chercheurs considérable, un nombre d'années de recherche, de moyens absolument énormes. Et il y a eu tout un mouvement où on a dit, bon, bah, faut arrêter de faire ça, ça sert à rien, c'est un effort démesuré et vain qui mène à peu près nulle part. Hein, ces grandes enquêtes-là, bon, elles ont été à un moment très, très populaires, et puis après, elles ont eu à nouveau très mauvaise presse. Je crois qu'avec les outils maintenant informatiques dont on dispose, eh ben, on va pouvoir montrer à nouveau à quel point elles peuvent produire des résultats, je pense, tout à fait importants. Même si elles dispensent absolument pas ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de poser toujours des questions de recherche, évidemment. Il ne s'agit pas seulement de produire de la source, de la donnée pour elle-même, quoi. Juste un petit mot pour vous dire que les 11 000 monuments de tout à l'heure, vous imaginez bien que ce n'est pas les 3 chercheurs de Lille qui s'en sont sortis tout seuls. Donc quand on dit que c'est collaboratif, ce n'est pas un vain mot, c'est que c'est absolument nécessaire. Cela dit, ça pose la question du contrôle, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre directement en ligne tout ce que tout un chacun a envie d'y mettre, que c'est quand même des choses qui sont modérées pour le bien de tous, enfin pour la garantie quand même d'une qualité qui fasse que les données soient utilisables. Donc ça peut être des administrateurs secondaires, donc dispersés, ou centralisés, disons, à Lille. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'on a des ambitions
d'européanisation qui font que ça va être de plus en plus criant. Alors cela dit, cette ouverture collaborative, je pense qu'il faut aussi qu'on en prenne notre part et qu'on en tire les conséquences. Ça veut dire que des gens qui arriveraient avec peut-être d'autres questions ou d'autres intérêts puissent aussi avoir leur mot à dire sur la conception même de la base. Donc ça va se poser forcément dès lors qu'on va élargir à d'autres pays où les préoccupations ne sont pas forcément les mêmes, où les catégories que nous, on a élaborées pour ne serait-ce que décrire un monument, le situer, etc., vont pas forcément être valables. Mais ça va jouer aussi peut-être à d'autres échelles pour justement des questions de recherche, pour que ça puisse être précisément utile à tout le monde. On a discuté hier à propos de l'Alsace-Lorraine, par exemple. Eh bien, je pense qu'il y a tout à gagner à mettre les monuments sur la base, parce que ça va aussi permettre de resituer ces monuments spécifiques-là dans un contexte plus général, qui est celui d'autres, de poser des questions transversales, etc. Donc voilà, il y a ce travail collaboratif qui est une participation et qui est essentiel en termes de temps, d'effort, d'énergie, etc. Mais il faut aussi qu'on en tire les conséquences sur le plan de la conception vraiment des outils. Et ça, c'est sur l'aspect constitution des bases de données, et je pense que c'est indissociable aussi de l'autre versant qui est celui de l'exploitation, et où bien sûr on a besoin d'enquêtes collectives, mais qui vont destiner non pas à poursuivre une accumulation, mais bien à tirer des enseignements, des résultats vraiment de ces bases de données, et donc montrer qu'elles sont utiles au-delà, encore une fois, du travail simplement d'accumulation. Et donc pour ça, pour sortir justement de l'embourbement du gigantisme des données, la seule solution, c'est bien de produire des recherches à partir de questions qui peuvent être discutées collectivement, mais où on produit vraiment des résultats et où on montre l'usage, l'utilité vraiment qu'il y a à développer ce genre d'outils. Oui. Si l'Alsace-Lorraine a des questions à poser. Merci. Ça concernera pas, c'est pas une question régionale, mais je me posais simplement la question du rapport au temps. Alors évidemment, j'ai ma petite idée derrière la tête, mais le rapport au temps des chercheurs, grâce à l'outil, grâce à Internet et à toutes les facilités que ça occasionne, est-ce que le chercheur a l'impression de gagner du temps par toutes les facilités d'accès aux archives, ou est-ce que finalement il a l'impression d'en perdre énormément parce que justement il croule sous une masse de données qu'il découvre sans arrêt tous les jours, ou est-ce que finalement, bon évidemment il y a les deux qui s'annulent, mais est-ce que c'est une question qui vous est posée, enfin du moins qui se pose à vous régulièrement? La tentation est grande, évidemment, quand il y a un accès à beaucoup de choses, d'essayer de trouver le maximum de réponses. Et donc je pense que, voilà, moi je sais que c'est un piège. C'est un piège parce que on lance des filets partout et que les filets peuvent ramener plein de choses et qu'à chaque fois il faut prendre le temps de recontextualiser ces choses qu'on trouve. Donc c'est les deux, c'est merveilleux et c'est terrible. Une fois qu'on connaît bien la documentation qu'on cherche, qu'on utilise, par exemple, si on travaille sur un échantillon de fiches matricules ou des fiches mémoire des hommes, tout ce que vous voulez, là, évidemment, on gagne un temps, à mon avis, hyper précieux, c'est évident. Avant, quand on démarre et quand on découvre une source, et notamment sous l'effet boîte blanche, là, par exemple, je pense là, récemment à ma découverte du fonds Valois, des photographies qui ont été mises en ligne sur le site de la BDIC. Moi, je me suis retrouvé complètement noyé. C'est-à-dire, je ne savais pas. Si on cherche par lieu, c'est très efficace parce que l'indexation géographique est très bien faite. Si on cherche autrement, moi, je cherchais des photos sur la promiscuité dans les tranchées et des photos de lecteurs ou de soldats en train d'écrire. Je me suis complètement perdu. Je suis resté 6 heures là-devant, en errant complètement au fil des albums, et j'étais complètement paumé. Et là, je pense que j'ai perdu énormément de temps. Voilà. Donc, vraiment, je pense que ça dépend. Ça peut être un gouffre où on se retrouve, où on se noie directement, et ça peut être une fois qu'on maîtrise bien effectivement le type de source qui est mise en ligne, qui a été numérisée. C'est toujours pareil. Hein. Bon, aux archives physiques, c'est la même chose. Effectivement, là, on peut aller beaucoup plus vite grâce à la numérisation chez soi. Ou disons aussi manger sur son temps familial ou personnel. Voilà, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Oui, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est pas tellement dans la collecte de l'information,
mais aussi dans le traitement de l'information. Le numérique permet dans le traitement de gagner un temps, à condition qu'on ait un minimum de savoir-faire, etc. Mais moi, je vois que dans ma thèse, quand je faisais une carte sur les origines d'une ville juste avant la Première Guerre mondiale, il me fallait, une fois que j'avais collecté les données, j'avais utilisé des ordinateurs, mais il n'y avait pas encore de micro-informatique, j'avais des listings, et pour faire la carte, je mettais une semaine. Avec des rotrings, etc. Après, je la photographie, etc. Aujourd'hui, ce que j'apprends aux élèves de l'ENS, par exemple, c'est que pour faire une carte de lieu de naissance, si on maîtrise un système d'information géographique, une fois qu'on a l'information, eh bien, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, on fait la carte. Et du coup, on peut lui poser toute une série de questions que je ne posais pas à des cartes quand il me fallait une semaine pour en faire une, bien évidemment. Mais ça renvoie exactement à ce que disait Nicolas, en fait. C'est-à-dire que le problème du numérique, c'est un apprentissage. C'est vraiment une nouvelle technique. Et l'enjeu en particulier, c'est la formation des jeunes historiens au numérique et aux outils du numérique. Et c'est ça qui permettra sans doute de changer la pratique d'écriture, la pratique de recherche. Et on commence effectivement à se poser des questions au-delà du seul objet de la guerre de 14. Il commence à y avoir des réflexions de la part des historiens sur qu'est-ce que le numérique, dans toutes les dimensions qu'on a pu évoquer, change dans le métier d'historien. Mais on est vraiment au balbutiement de ça, parce que nous, on est un peu des plus ou moins jeunes anciens, en fait, déjà, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a déjà une formation à un moment où le numérique était peu présent dans notre formation, donc on s'est formé en étant déjà des professionnels de l'histoire. Et là, on est en train de former des jeunes qui vont être les professionnels de l'histoire de demain, et qui se forment, d'ailleurs, qui s'auto-forment assez spontanément. Donc, on n'a pas forcément... L'auto-formation, ça dépend. Après, voilà, mais... C'est pas parce qu'on est sur Twitter qu'on est formé au numérique. Ça, je l'ai déjà dit, non. Voilà, donc il y a des questions de formation de génération. Nicolas ? Oui, non, un mot... bon, ça pose le même type de problème, en fait, qu'avant, je dirais, d'un certain point de vue, au sens où, par exemple, si on fait un travail sur une énorme base de données, en utilisant un logiciel comme R, où on lance des lignes de code, de petits programmes pour lui dire « tu vas faire ça, ça, ça » comme opération statistique sur une base, que dans R, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce logiciel, c'est un logiciel gratuit, bon, voilà, de traitement des données qui est hyper intéressant, avec lequel on peut faire plein de cartes et plein d'autres choses. Complexe. Qui est assez complexe. Bon, mais voilà, si on est formé, après, on y arrive, même en n'étant pas du tout un très bon ni informaticien ni matheux comme moi. Mais voilà. Ce qui est paradoxal, c'est que là, R ne met jamais au premier plan la base de données. C'est-à-dire qu'on perd la visibilité, même sur ce qu'on peut avoir quand on travaille directement sur un fichier Excel, c'est-à-dire par exemple le nom des gens, leur âge, un par un, etc., etc. Tout ça disparaît derrière le traitement et puis on n'a plus à la fin que des résultats sous forme de tableaux, sous forme de tests statistiques, enfin bon, des choses comme ça. Voilà. Et là, effectivement, on perd quelque chose, mais qu'on peut aussi garder, je crois, sous un aspect numérique, c'est l'aspect quotidien de contact avec chaque individu personnellement, où on en apprend chaque fois un peu plus sur lui, où on en a une connaissance intime, quand on a évidemment une base de données qui reste maîtrisable par quelqu'un tout seul, c'est-à-dire en gros pas au-delà de 1000 individus. Si je pense aux 2 bases de données sur lesquelles j'ai énormément travaillé, celle de la communauté juive lensoise avec une collègue Claire Zalk, et celle de mes 700 et quelques soldats de la Première Guerre mondiale, là, en travaillant, quand on travaille là 5 ans, quand on fait 5 ans d'enquête là-dessus, on a une connaissance intime, on arrive à avoir une connaissance intime des 700 à 1000 personnes sur lesquelles on travaille. Au-delà, je ne suis plus très sûr que ce soit encore complètement possible. Mais malgré tout, l'univers numérique n'efface pas complètement ça. C'est-à-dire, au contraire, en travaillant petit à petit, en farfouillant à droite à gauche, parfois sans systématisme aucun, en utilisant des sources diverses, y compris des blogs de spécialistes de la Première Guerre mondiale, qui ont parlé incidemment, sans qu'on n'en sache rien a priori, de tel ou tel bonhomme qui fait partie de notre base de données, ben, on a le même rapport, je dirais, un peu sensible, intime aux individus sur lesquels on travaille,
que celui qu'on pouvait avoir ou qu'on peut encore avoir en allant bosser sur des sources papier aux archives. De ce point de vue-là, je ne pense pas que le numérique modifie complètement les choses. C'est plutôt le type d'enquête qu'on mène. Est-ce que c'est un travail statistique à très grande échelle qui va complètement effacer les individus, du même type que si vous avez lu le bouquin de Piketty sur les sources qu'il utilise? Voilà, c'est un travail qui gomme évidemment les individus, hein, pour lequel on n'a plus que des impôts payés par chacun, etc., etc. Parce qu'il a des masses absolument considérables sur lesquelles il travaille. Et puis, si on fait un travail à beaucoup plus petite échelle, 100, 200, un peu plus de tant d'individus, on arrive, je crois, à garder un rapport d'intimité exactement comparable à ce qui pouvait être sur le papier, dans les cartons d'archives eux-mêmes. Je ne crois pas en ce sens-là que le numérique change fondamentalement la donne. Moi, je ne suis pas franchement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que l'environnement numérique change la donne. Je suis tout à fait d'accord sur l'individu, le collectif, etc. Bon, c'est pour ça que, personnellement, j'ai toujours été partisan de ce qu'on pourrait appeler une histoire sociale des individus. C'est-à-dire que l'individu a sa spécificité, mais il est dans un groupe. Enfin bon. Et donc ça, c'est important. Mais aujourd'hui, je crois que quel que soit le type d'histoire que l'on fasse, que ça porte sur la Première Guerre mondiale ou de façon plus large, l'environnement numérique change ou peut changer la manière dont on fait de l'histoire. Voilà. Bon. Entre autres, c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce que j'évoquais sous le terme de big data, par exemple. Quand on va avoir, par exemple, des adresses de conscrits, si on récupère toute une série de fichiers d'adresses de l'époque, etc., qui vont permettre de faire ce qu'on appelle du géocodage automatique, au lieu de passer des heures à faire les cartes. Par exemple, tout à l'heure, Emmanuel parlait des cartes que j'ai produites à partir des données de Serge Klarsfeld pour la Deuxième Guerre mondiale, sur, par exemple, les enfants déportés. On avait fait une exposition sur les grilles du CNAM juste à côté, sur les enfants déportés du 3e arrondissement et sur l'ensemble de Paris. Il y a 6184 enfants qui ont été déportés, dont on a les adresses. Grâce à ces sources annexes, j'ai pu, une fois que le fichier était propre, parce qu'on ne me l'avait pas donné vraiment propre, mais passons. À partir du moment où le fichier était propre, j'ai pu faire la carte pour plus de 5000 enfants en 3 minutes. 3 minutes. Pour le millier d'enfants, il fallait retravailler, les reprendre un par un. Mais ça, c'était sans ces sources annexes qui permettent d'utiliser vite des données qui ont pu être collectées de façon totalement traditionnelle. Ça change la possibilité de le faire. C'est ça que je... Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je pense que je me reste à remercier la salle pour son écoute attentive et puis nos 3 participants et la mission du Centenaire pour cette invitation. Merci. C'est nous qui vous remercions. On va, avec Marlène Fèvre, dire un mot, un petit mot de clôture en fait de ces rencontres du web, rapidement. Tu veux commencer ou... Non, je tenais surtout à vous remercier pour votre participation, que ce soit au niveau des intervenants pour les tables rondes, des ateliers, le salon aussi des projets numériques qui a eu un très beau succès apparemment, puisqu'il a permis et de se découvrir derrière les profils Twitter ou Facebook, mais aussi apparemment déjà d'imaginer de nouveaux projets qui pourraient se créer pour les années futures, pour le centenaire ou sur la Grande Guerre en général. Donc je pense que cette première édition a été vraiment un succès et voilà, encore une fois, je tenais à renouveler mes remerciements. Également, vous signaler qu'on allait mettre en place une adresse mail airweb1418@centenaire.org.
si vous avez des suggestions, des contacts pour éventuellement réfléchir sur une édition future, sur quel format ça pourrait prendre. Voilà. Et je repasse la parole à André. Voilà, je pour vais la compléter suite. ces remerciements en ajoutant évidemment la Gaieté Lyrique avec qui le travail, je pense, c'est très bien fait. Tous ceux qui ont pu venir, tous ceux aussi qui n'ont pas pu venir mais qui ont suivi via les live tweets divers et variés. Le fait également qu'il y a eu une captation des débats qui sera restituée sur le site de la mission à un horizon à déterminer, mais bon, on peut espérer que ce soit fait assez rapidement. Donc on pourra retrouver ces débats en ligne a priori sous peu. Et effectivement, il est question, mais ça reste encore à discuter, il est question d'un prochain rendez-vous, peut-être pas sous la même forme, peut-être avec des interventions au lieu de table ronde, des interventions qui soient plus ciblées, parfois en demandant à des gens de travailler tel ou tel aspect qu'on a simplement évoqué. Ici, l'idée, c'était simplement d'ouvrir des pistes, de défricher un terrain dont on a vu qu'il pouvait être, je pense, très fécond et en même temps qu'il n'était pas forcément toujours travaillé en profondeur, de faire se rencontrer des gens. Et ça, c'était vraiment l'idée de départ, l'espoir qu'on a eu. Et je pense, on peut avoir une satisfaction mesurée, mais je pense quand même que ça a été en grande partie accompli, que des gens qui ne s'étaient jamais vus autrement que sur le réseau, eh bien là, se sont rencontrés, ont discuté et ont pu échanger, et y compris faire parfois le constat de leurs différences entre effectivement historiens, généalogistes, archivistes, enseignants. On n'a pas toujours les mêmes pratiques, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'en prendre conscience. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut être assez heureux de ces premières rencontres, et on va essayer de leur donner une suite qui reste à déterminer. Pour ça, toutes les suggestions seront bienvenues. Voilà, merci encore à toutes et à tous.